Donc, je m'appelle Thierry Lebouc. Je suis donc le dirigeant fondateur de Green Spector, que j'ai fondé il y a 10 ans. Et chez Green Spector, en fait, on est habitué à mesurer. Voilà, on mesure des choses. Alors, dans le numérique, bien sûr, on va essayer de regarder ce qu'ils consomment, voilà, et travailler sur ce qu'on appelle, nous, communément, l'éco-conception des services numériques. Voilà. Ma présentation, en fait, est basée sur un ensemble de constats et d'un contexte qui montre que ce numérique, celui qu'on connaît aujourd'hui, semble sans limite. Croissance en volume, multiplication des usages, des moments de consommation, bien sûr des temps de consommation, on y passe de plus en plus de temps, du nombre des utilisateurs qui sont, on va dire, inclus sur la planète Internet et qui accèdent à tous ces services et ces contenus. Et puis une croissance aussi organique, simplement de ces services, des contenus toujours plus lourds, des appareils plus puissants, des batteries plus performantes, qui durent souvent moins longtemps, pas réparables, etc., etc. Et puis, bien sûr, d'autres sujets qui arrivent, qui émergent, technologiques, du cloud, bien sûr, qui montre cet infini également, la 5G, qui repousse les limites et les latences, la blockchain, la réalité virtuelle, tout ce qui est streaming, et bien sûr, tous ces datas qu'on stocke. On voit bien qu'on est dans un univers qui ne semble pas avoir de limites particulières et qui peut faire rêver, on va dire, sur les usages qu'on peut en faire. On voit que d'année en année, on bat des records d'audience, des records d'utilisation et les chiffres s'affolent. Très très peu de compteurs diminuent, on va dire, ils sont plutôt à la hausse et souvent à 2 chiffres, voire 3. Et du coup, effectivement, on voit bien que ce monde sans limite se manifeste aussi à travers nos usages en tant qu'utilisateurs de ces services numériques. On est, j'allais dire, complice d'une certaine manière de cette croissance sans limite du numérique et de l'Internet. Pourtant, paradoxe, nous sommes dans un monde fini de ressources et malheureusement, la planète B n'existe pas. Il va falloir partager ces ressources, qu'elles soient numériques ou d'autres. Il va falloir effectivement être, en étant plus nombreux, pouvoir se dire mais comment on fait pour, d'une certaine manière, faire en sorte que ce numérique soit responsable et durable pour nos usages. Dans le contexte du confinement, eh bien, ça a été un révélateur. Alors, beaucoup nous disent qu'il faut reconstruire autrement le monde de demain, qu'il faut essayer de tenir compte de cette situation, qu'on a vu des situations de blocage, des situations où on percevait finalement les limites de nos modèles. Eh bien, dans le numérique, on les a touchés également, puisqu'on s'est rendu compte que tout le monde d'une certaine manière travailler à la maison, beaucoup de conférences, beaucoup d'outils de collaboratifs qui ont permis de poursuivre les activités en mode télétravail. Et donc forcément, ça a créé une activité qui n'était pas prévue. On a remplacé finalement les réunions physiques, les déplacements par des réunions informatiques, des réunions de visio et de vidéoconférence. Tout ça a saturé les réseaux, les infrastructures des data centers ont chauffé et ont été mises à mal. On a eu aussi pas mal d'incidents liés à cette volumétrie. Donc des demandes aussi pour réduire la qualité, comme on a vu dans les pourvoyeurs de streaming, de programmes et de contenus vidéo, Netflix, YouTube, etc. Et puis on s'est même inquiété sur la sortie du dernier Disney en France par Canal+. Des professionnels, bien sûr, ont réagi sur ces sujets en disant que finalement, on touchait les limites et que finalement, on voit bien que ce numérique qu'on imagine extraordinairement infini, d'une certaine manière, sans limite, et qui nous accompagnera toujours, eh bien, on touche enfin, d'une certaine manière, j'allais dire enfin, parce qu'effectivement, c'est une manière aussi de réagir, de se prendre peut-être une claque, même si celle-là, on a su la gérer. Si on avait été plus loin, on aurait pu être en limite supérieure, qui nous aurait contraint peut-être à un crash beaucoup plus important. Qu'est-ce qui se passe effectivement avec ce numérique? Forcément, quand vous allumez un appareil, un smartphone, quand vous allumez une télé connectée, un serveur, des éléments d'un réseau, même si vous ne le faites pas tous les jours, j'imagine, eh bien, vous allez consommer de l'électricité. On imagine en 2030 que l'Internet, au sens large, tout ce qui va être connecté à cet Internet, pourrait consommer autant d'électricité que toute l'humanité en 2008. D'autres chiffres viennent montrer effectivement cette surconsommation et surtout cette
augmentation de consommation, puisque si l'IT, l'informatique, le numérique était un pays, il serait le troisième pays le plus consommateur du monde et globalement l'équivalent de ce que représentent la Russie et le Japon en termes de consommation électrique. On voit les projections, elles sont plutôt en croissance très forte. Alors après, selon les modèles que le Shift Project a évalués, on pourrait avoir des consommations qui atteignent 20-30%, voire plus, de la consommation mondiale à l'horizon 2030. Donc on voit que ce n'est pas quelque chose je dirais, de sain, c'est pas quelque chose de durable, et surtout ça veut dire que si tous les autres domaines sectoriels de l'alimentation et du bâtiment, du transport font des efforts, et bien effectivement le numérique sera encore plus visible et sera encore plus montré du doigt. Donc finalement nous devons tous réagir par rapport à ces consommations. Ici on est sur l'électrique, mais sur la matière, on est sur des enjeux équivalents, voire supérieurs, puisque là, on va ponctionner directement sur des matières qui sont souvent en voie d'épuisement, en tout cas on voit les limites, et on a mis des dates sur chacune de ces matières au niveau mondial, ce qui peut créer aussi des tensions entre ceux qui fabriquent ce numérique et ceux qui l'utilisent, et peut-être des prévalences de choix et des problèmes géopolitiques probablement dans l'avenir au-delà de cette consommation de matière. On n'a pas forcément de plan B, et on sait que ce numérique, il ponctionne énormément de matières premières, par exemple 16 kg de matières premières pour fabriquer 1 gramme de puce électronique. Ne jetez pas vos matériels, c'est une source incroyable de ressources. Un impact carbone croissant, puisque quand on met effectivement cette énergie et puis cette consommation de ressources, eh bien on s'aperçoit que tout ça a un impact sur les gaz à effet de serre, qui est, on va dire, l'indicateur environnemental qu'on connaît le plus. Il y en a d'autres sur lesquels on pourrait projeter le numérique. Aujourd'hui, c'est 4% des gaz à effet de serre, avec une croissance forte, 9% par an. Voilà. En 2025, si on projette tout ça, les gaz à effet de serre produits par l'industrie du numérique et nos usages consommeront autant que les véhicules légers dans le monde. Ce qui est pas rien. On voit les véhicules légers, on voit bien cet impact, on va dire, on le respire, ou effectivement on voit les particules fines, on imagine plein de choses derrière. Et bien quand on voit les gaz à effet de serre que cela provoque côté numérique, on a du mal à penser qu'on pourra qu'en se projetant, on sera autant impactant que les véhicules légers. Pour une petite indication, 1 heure de vidéo sur mobile équivaut à environ 1 kilomètre de voiture en moyenne en France. Donc ça montre aussi que ce sujet devient tangible quand on projette des unités qui nous parlent et qui nous permettent de faire des comparaisons. Alors pourquoi on en arrive là ? Eh bien, il y a beaucoup de croyances. Effectivement, le matériel est de plus en plus efficace. La loi de Koomey, on consomme à peu près 2 fois moins de kilowattheures par cycle CPU tous les 18 mois. Donc, ça veut dire que l'homme est ingénieux, il trouve des solutions. Le matériel consomme de moins en moins. Voilà, avec des solutions technologiques qui consomment moins, stockent plus, sont plus puissantes. Néanmoins, c'est un principe de croire que l'homme trouvera toujours des solutions, mais en est-il capable par rapport à cette croissance et cette multiplication des usages. Par ailleurs, nous gaspillons beaucoup, nous jetons, nous utilisons sans faire attention, un rythme de changement de matériel qui s'accélère. Vos smartphones, vous les gardiez peut-être il y a quelques années, 2 ans et demi. Maintenant, c'est plutôt 2 ans et on s'oriente plutôt vers 18 mois. Beaucoup de bien sûr de sujets marketing derrière, beaucoup de sujets d'usure du matériel, de casse, mais surtout effectivement on ne sait pas ce qui se passe derrière. Et effectivement, un smartphone, eh bien il est très impactant, et surtout dans sa phase de production. Donc plus longtemps vous le faites durer et moins vous impactez la planète. L'usage qu'on en fait ne rattrape jamais l'impact environnemental qu'on a créé quand on a construit ce smartphone initialement. Pourquoi ? Bien forcément des nouveaux usages, des nouvelles technologies qui font rêver, des nouvelles promesses. On a bien sûr entendu parler de la consommation très forte du Bitcoin, par exemple, mais tout ce qui est crypto-monnaie, tout ce qui est lié à la blockchain en tout cas, et le minage effectivement de ces transactions. D'une certaine manière, tout ça consomme, et on estime que le Bitcoin correspond à peu près à la consommation d'un pays, d'électricité d'un pays comme le Maroc ou la Serbie au niveau mondial. Donc voilà, c'est des usages qui forcément ont un impact.
tout comme l'aura la 5G, puisque la 5G, c'est du nouveau matériel déployé, une couverture plus importante, 3 fois plus de matériel qu'une couverture 4G, 3G. Il faudra également voilà, des nouveaux téléphones pour y accéder, des nouvelles antennes. Donc tout ça a un impact bien sûr matériel et un déploiement mondial, bien sûr, puisque on aimerait dire tout le monde a envie d'accéder à des services qui font rêver d'une certaine manière et qui apportent des promesses à l'industrie, à l'hôpital connecté, etc., etc. Et puis on voit aussi quelque chose qui grossit d'une certaine manière. Le matériel progresse, mais par contre, le logiciel, lui, va prendre cette place. Comme le matériel est de plus en plus économe d'une certaine manière, qu'on le change de plus en plus régulièrement, donc que ce matériel est de plus en plus puissant et plus économe, eh bien, le logiciel qui va être embarqué va être, lui, de plus en plus gourmand. Finalement, la nature a horreur du vide, le numérique a horreur d'avoir finalement du matériel puissant sans l'utiliser pleinement. Donc, qu'on soit concepteur, utilisateur d'une certaine manière, eh bien, on va se dire qu'on en a plus et qu'on va pouvoir finalement utiliser davantage d'intelligence dans nos petites machines, dans nos PC, dans nos smartphones et tablettes, dans nos objets connectés de plus en plus intelligents, avec de plus en plus d'intelligence relocalisée dans ces objets. Eh bien, on voit que le logiciel mange le monde et c'est lui qui va provoquer aussi des changements de matériel. Il va provoquer effectivement des latences, des pertes de performance qui vont faire que derrière, eh bien, dans un cercle vicieux, on va pousser le matériel à de plus en plus de performance, à se renouveler aussi pour être capable de jouer ces services numériques, de les stocker pour la data, etc., etc. Donc des pages plus lourdes. On voit ici l'évolution des pages Internet dans le temps. On pourrait pousser la trajectoire un peu plus loin. On voit bien que tout ça ne décélère pas. Des contenus plus riches, de plus en plus de données, à peu près 24% de données en moyenne de progression dans nos années 2016-2021, avec énormément de vidéos, notamment en ligne, qui vont prendre une partie de plus en plus importante de cette consommation de données dans les réseaux. Il y a aussi derrière des raisons de ce logiciel qui surconsomme. On a une complexité technique et fonctionnelle basée souvent sur des modèles de surfonctionnalité qui s'imposent. Je ne vais vendre finalement mon service numérique que s'il est meilleur que mon concurrent, que si j'apporte des nouvelles fonctionnalités qui font briller finalement mon logiciel. Et souvent, les modèles économiques des services numériques, qu'ils soient en ligne ou en local, eh bien, promeut finalement l'amélioration des fonctionnalités. Et c'est ça qui finalement permet au modèle économique de perdurer. Donc, un modèle basé sur la surfonctionnalité qui s'impose au niveau économique et donc, bien sûr, au niveau ergonomique souvent dans nos parcours. Et puis, bien sûr, beaucoup de données stockées, mais aussi beaucoup de données traquées pour les utilisateurs, qui vont aussi, bien sûr, faire consommer l'ensemble de la chaîne, que ce soit les réseaux, les data centers, mais bien sûr votre poste de travail ou votre smartphone. Et bien sûr, derrière, quand on regarde l'arrière-boutique, eh bien, il y a une compliance technologique assurée, beaucoup de mouvements, beaucoup de technos différentes, beaucoup de choses nouvelles qui arrivent. Et il faut bien sûr assurer l'interconnexion, l'échange entre toutes ces couches logicielles qu'on a mis, dont on ne se souvient plus très bien comment elles fonctionnent, donc on préfère pas toujours y toucher. Et donc finalement, on se retrouve dans un système un peu sclérosé, fonctionnel et technique avec la data derrière, qui fait que ces systèmes deviennent des bloatware, donc des obésiciels qui vont venir surconsommer un peu partout dans la chaîne. Le logiciel aujourd'hui est la première raison du changement d'un matériel. Pourquoi ? Alors bien sûr, il peut se casser, bien sûr, il peut y avoir plein de choses qui font que derrière, on a besoin de remplacer le matériel. Mais souvent, on est lié finalement au fait que le logiciel va provoquer va demander des prérequis matériels supérieurs et qui font qu'à un moment donné, on va se retrouver confronté à un seuil sur lequel le matériel ne sera plus capable de permettre une bonne expérience à l'utilisateur, ou simplement il va constater énormément de latence ou parfois même des incompatibilités techniques avec les logiciels qui sont dessous et qui sont eux-mêmes plus compatibles avec des matériels plus anciens. On va aussi encombrer tous nos devices par plein de données. Il faut faire du ménage effectivement régulièrement pour pouvoir continuer à installer, pour pouvoir continuer à stocker.
etc., etc. Et on voit bien que on est submergé de données qui ne nous servent pas à pas grand-chose souvent et qui sont là et qui encrassent nos matériels et qui font qu'on va aussi provoquer cette impression en tout cas que le matériel devient obsolète. Des intelligences qui pompent nos batteries, bien sûr. À chaque fois que vous rechargez une batterie, si votre logiciel a consommé beaucoup, vous allez finalement accélérer la recharge de batterie et du coup l'usure de la batterie également sur votre matériel. On dit, c'est la loi de Wirth qui dit que le logiciel ralentit plus vite que le matériel n'accélère. Donc on voit bien qu'ici, on est dans un cercle vicieux, matériel-logiciel, qui va faire que derrière, eh bien, on accélère finalement ce changement matériel qui va, lui, avoir un impact sur la planète en termes de ressources. Le logiciel, bien sûr, rencontre un problème assez clair, c'est que c'est un bien immatériel. Un logiciel n'a pas de réalité physique et on ne voit pas ses impacts. On ne le respire pas, on ne le touche pas directement. On n'a pas la particule fine finalement du diesel consommateur. Un logiciel ne se branche pas, ne génère pas de déchets réels, ne s'use pas. Donc finalement, on a l'impression que c'est pas quelque chose d'impactant. Donc forcément, il y a cette notion immatérielle qui va venir forcément handicaper la prise de conscience qu'on va avoir de cette intelligence qu'on embarque dans nos matériels. Et puis finalement, l'impact du logiciel, il est lié au matériel. Si vous n'avez pas de matériel, vous ne pouvez pas exécuter un logiciel. Mais inversement, si vous n'avez pas de logiciel, le matériel n'est pas intelligent. Donc d'une certaine manière, les deux sont liés, et c'est clairement pour ça qu'on va parler de l'éco-conception d'un service numérique, dans lequel il faudra qu'on travaille à la fois sur le logiciel et sur le matériel, et faire le lien entre les deux. Ne cherchez pas dans cette, je dirais, collection de labels qui existent dans le domaine du numérique, des consommables, du matériel. Il n'existe pas aujourd'hui de label qui permet à définir ce qu'est un service numérique éco-responsable, durable, efficient, puisqu'effectivement, ce sujet n'existe pas. Dû à une complexité, bien sûr, comment qualifier un logiciel, comment qualifier les usages, ils sont tellement différents. Un logiciel est protéiforme, on peut le réutiliser, on peut l'appeler dans un autre, on peut le copier, il y a plein de choses qu'on peut faire. Et puis, c'est compliqué de le mesurer aussi. Donc voilà, probablement un des obstacles au fait qu'aujourd'hui, on ne trouve pas de label qui reconnaissent finalement une intelligence éco-responsable programmée donc au niveau informatique. Alors, qui peut agir? Eh bien, c'est un sujet. Comment on prend le problème? Comment on fait en sorte que le logiciel consomme moins dans nos usages? Forcément, en conception même de ce logiciel, on se pose déjà une première question. Est-ce que c'est celui qui est le donneur d'ordre qui doit l'exiger dans son cahier des charges? Le product owner, le business owner doit-il l'exiger d'une certaine manière? Est-il conscient de tout ça? Et puis à l'autre côté de la chaîne, celui qui fabrique, doit-il le proposer pour finalement faire en sorte que le donneur d'ordre puisse bénéficier finalement de cet impact moindre dans son logiciel. Donc ici, c'est une question. Si le maître d'œuvre le propose, il peut faire de la surqualité, il se pénalise peut-être dans son prix de fabrication, alors que finalement, le donneur d'ordre, lui, n'est pas conscient de tout ça et ne va pas acheter à la vraie valeur cette éco-conception du service numérique. On voit que néanmoins, dans les marchés, commencent à arriver des critères qui font partie, bien sûr, de l'évaluation, mais aussi qu'on peut retrouver, qu'on commence à retrouver derrière en validation des exigences d'un projet. Un autre frein, finalement, on aurait pu penser le contraire, mais le leurre de la performance. Beaucoup de gens nous disent, mais moi, j'ai un site où j'ai une application très performante et donc finalement, c'est de l'efficience d'une certaine manière et donc je suis moins impactant probablement que certains de mes concurrents sur ces sujets. Malheureusement, non, l'efficience, c'est un couple performance-ressources. On peut avoir beaucoup de performance, avoir une voiture très rapide, mais consommer beaucoup. Et donc, en fait, on voit bien que la performance, la recherche de la performance est une quête qu'on retrouve dans pas mal d'entreprises, dans le e-commerce et d'autres domaines, notamment sur le web. Mais malheureusement, quand on trace
la consommation énergétique d'un certain nombre de sites. Ici, on avait 700. On se rend compte qu'il n'y a pas de corrélation entre l'énergie que va consommer finalement ce site et son niveau de performance accepté, ici le Google PageSpeed. Donc c'est un sujet qui montre qu'on peut être leurré finalement par ces sujets en pensant qu'on a agi d'une certaine manière alors que finalement on n'a pas de corrélation entre performance et efficience. L'éco-conception d'un service numérique, finalement, c'est quoi? Comment on va pouvoir agir pour améliorer son service? Eh bien, on va reprendre les concepts du cycle de vie d'un produit qu'on va appliquer à un logiciel, à un service numérique. On va le prendre d'une certaine manière pour assurer à la fois une contrainte de ressources associée à une bonne performance d'usage. On va se concentrer essentiellement sur la phase d'usage, on pourrait dire de transport, puisque on pourrait dire que un service numérique se fabrique à la maison quand on est confiné ou en télétravail, se fabrique dans les bureaux, donc il y a des déplacements, etc. Donc c'est pas une industrie. L'industrie numérique n'est pas forcément très différente d'une industrie, ou d'un service, d'une certaine manière qu'on va pouvoir produire pour un client. Donc voilà, et on voit que l'impact globalement d'un service numérique se passe un peu plus dans les phases d'usage dans ce cycle-là. Donc on va se concentrer sur les endroits qui sont les plus impactants dans ce cycle de vie, et donc sur cette phase d'usage dans lequel on va rechercher à réduire la ressource et à travailler cette réduction des impacts environnementaux en énergie et en ressources naturelles, on l'a bien vu. Offrir aussi une meilleure scalabilité en cas de pics d'encombrement et de surcharge, qui vont permettre aussi d'avoir un service fiable, scalable finalement par rapport aux usages et à la multiplication des usages sur ce service ou des temps d'usage. Ça va permettre aussi bien sûr de réduire les coûts d'infrastructure derrière et aussi créer une meilleure inclusion. Puisque finalement, un service numérique moins gourmand va aussi permettre à des gens qui n'ont pas la même capacité technologique, le même réseau, la même récence, on va dire, du matériel ou puissance de matériel, d'accéder à des services numériques de la même manière que celui qui a des ressources. De manière plus pragmatique, quand on va parler d'éco-conception numérique, on va se poser la question à toutes les étapes d'un projet, tout au long de la chaîne de fabrication, finalement, de conception, mesurer de bout en bout, bien sûr, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de dire, voilà, j'ai fait un beau code ou j'ai fait des interfaces, finalement, où j'ai très peu de choses embarquées dans ma page. Il est possible que vous ayez commis des erreurs à d'autres endroits qui vont vous pénaliser, in fine, quand vous mettrez en production votre service numérique quand il sera utilisé. Donc, ce qui est important, c'est de mesurer tout ça, de pouvoir dire j'ai une capacité de mesure d'indicateurs de consommation de ces ressources, de manière à finalement améliorer, bien sûr, quand on peut le faire, et surtout, finalement, ne pas dégrader, puisqu'on s'aperçoit que un logiciel, c'est pas un jour on le conçoit, puis ensuite pour toute la vie, il va fonctionner comme ça. On voit bien qu'on ajoute des fonctionnalités, on subit des modifications technologiques, des nouveaux OS, operating system, des nouvelles règles de communication de type HTTP sur les serveurs HTTP2. Et donc, on voit que d'une certaine manière, tout ça doit continuer finalement à vivre et à évoluer en essayant de ne pas dégrader cette consommation de ressources énergie et pourquoi pas l'améliorer, bien sûr. Et dans une vision non technocentrée, on n'est pas dans une logique où finalement celui qui peut agir est uniquement le développeur. Le développeur ou les architectes ou les techniciens de ce numérique peuvent apporter une contribution parce que c'est eux qui vont finalement assembler tout ça, c'est eux qui vont matérialiser un besoin en écran avec les designers, etc. Mais il est peut-être un petit peu au milieu de l'ensemble de ces d'actions. En tout cas, c'est lui qui probablement, une fois que son travail a démarré, va pouvoir mesurer des choses. Mais d'une certaine manière, il y a énormément de personnes qui vont contribuer à ce qu'un service soit éco-conçu, bien identifier son besoin, ne pas faire de la surfonctionnalité, ne pas finalement au côté technique prendre une architecture trop lourde qui va pénaliser finalement le reste du développement. Attention au contenu, attention aux modèles publicitaires qui vont venir effectivement peut-être à un moment croiser votre service numérique. Et donc on voit bien que ici, d'un bout à l'autre, il faut absolument qu'on mette tout ça sous surveillance.
et en équipe, et non pas uniquement penser que c'est un projet technologique. Donc, et d'autant moins que finalement, l'idée de le baser sur les usages en disant mais combien consomme en équivalent CO2, en équivalent énergie, en équivalent ressources, ça peut être data par exemple, combien consomme finalement l'accès à mon service quand je me connecte, quand je remplis ce service et que je sors, comment finalement je peux finalement sur un usage donné, non pas en disant qu'est-ce que consomme mon data center ou qu'est-ce que consomme mon réseau ou qu'est-ce que consomme uniquement d'une certaine manière intrinsèquement chaque élément de mon système numérique, je vais finalement plutôt me baser sur un usage et mesurer tout ce qui se passe par rapport à cet usage. Ce qui va me permettre de confronter à la fois mon service numérique par rapport à un usage réel et par rapport aux endroits où, finalement où je vais passer souvent et là où je vais avoir aussi beaucoup d'impact dans mon service numérique. Quelques bonnes raisons d'éco-concevoir. Eh bien, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas juste un sujet finalement lié aux enjeux environnementaux. La performance, finalement, les enjeux pour les entreprises, le sujet de la planète, il est lointain, incertain, collectif. C'est assez compliqué souvent de se motiver. Alors, on le fait de plus en plus, hein, donc c'est une lame de fond. Donc forcément, il y a une prise de conscience. Néanmoins, il y a d'autres critères aussi qui font que les entreprises vont évoluer vers un numérique plus efficient et plus sobre. La performance d'usage en mobilité, on voit bien que si vous avez un service numérique moins dispendieux, moins, on va dire, moins obèse d'une certaine manière, eh bien, il va finalement être plus performant d'une certaine manière, quelles que soient finalement les conditions auxquelles on y accède. Donc ici, on voit bien qu'il y a un écart entre les visiteurs qui attendent une réponse rapide de ce service numérique et globalement, quand on dégrade un petit peu le réseau ou le matériel, on peut avoir des sites qui s'affichent et qui ne sont pas conformes aux fameuses 3 secondes, on va dire, attendues par l'utilisateur final sur une performance de page web. Les applications gourmandes sont aujourd'hui dénoncées. De plus en plus, les utilisateurs remontent ce genre de sujet. De plus en plus, ils en ont conscience aussi que les applications vident les batteries de leur smartphone, sachant que pour eux, c'est un sujet important. Et puis, de plus en plus, les constructeurs dénoncent les applications qui sont gourmandes parce qu'ils ne veulent pas être montrés du doigt. Ils ne veulent pas dire que leur smartphone est moins autonome que celui du voisin, donc ils préfèrent effectivement dénoncer les applications qui sont gourmandes pour préserver l'autonomie qu'ils savent importante pour leurs utilisateurs. Et puis, on répond aussi à des sujets de fracture numérique. On pourrait dire aussi d'exclusion business d'une certaine manière, puisque on n'est pas donc à égalité sur nos conditions d'accès, hein, que ce soit du réseau, que ce soit d'accès à l'électricité, simplement pour recharger, pour utiliser du matériel informatique. On n'a pas les mêmes conditions d'accès parce que nos téléphones sont parfois pas les mêmes. Il y a des parcs complets qui sont plus anciens, qui sont, on va dire, all-tech, qui sont low-tech, qui sont déjà bien encombrés, bien utilisés. Donc, on voit qu'on va venir effectivement jouer dans un jeu où la mobilité, finalement, dénoncée tout à l'heure par les fabricants de matériel ou par les utilisateurs, eh bien, provoque finalement une contrainte. Et souvent, ce monde infini se manifeste ici en mobilité par une contrainte non maîtrisée. On ne maîtrise pas le réseau, on ne maîtrise pas le smartphone de son utilisateur final. Quand on est dans les logiques B2C, quand on s'adresse à un utilisateur qu'on ne connaît pas. Et donc, d'une certaine manière, on va venir jouer dans un terrain de jeu à contrainte sur lequel les enjeux planétaires retrouvent des enjeux, on va dire, d'inclusion dans un business ou ce qu'on pourrait appeler aussi de fracture numérique. Par ailleurs, on a également d'autres intérêts, puisque un service numérique qui va moins consommer va être mieux référencé. Google qui va venir crawler vos pages pour savoir ce qu'il y a dedans, pour venir les référencer les contenus, va devoir les jouer de son côté, hein, pour pouvoir, d'une certaine manière, détecter des choses dans la page, et en jouant ces pages, il va les consommer. Et donc, plus Google consomme, plus ça lui coûte cher. Et donc, dans son modèle économique,
Il y a bien sûr la performance, mais il y a aussi la consommation de ressources utilisées par ces pages qui va venir améliorer ou détériorer votre référencement ou faire que finalement Google va aller plus ou moins loin dans votre site. S'il a déjà consommé beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources pour jouer ces pages, et à un moment donné, il va arrêter sa navigation parce qu'il va estimer que le site sur lequel il est consomme beaucoup et que ça lui coûte cher finalement. Par ailleurs, on voit bien, tout à l'heure dénoncé par les smartphones, on a bien compris qu'aujourd'hui, un des facteurs de stress le plus important pour, je vais appeler ça l'homme moderne, celui qui a accès à l'eau, l'électricité, l'éducation, et qui n'a pas ces sujets, on va dire, plus basiques de nos besoins, à remplir d'une certaine manière, bien, est stressé par sa batterie. Donc ça devient le sujet primordial. Et donc, forcément, dans cette chaîne, on va avoir des acteurs qui vont se poser la question de savoir comment, finalement, sur des usages intensifs des applications, on va se poser la question, on doit se poser la question de est-ce que je fais mal à mon utilisateur d'une certaine manière. Donc, ce facteur de stress, bien sûr, intégré par les fabricants de matériel aujourd'hui pour dire, vous inquiétez pas, on a mis une très grosse batterie, vous allez être autonome très longtemps, en plus ça se recharge vite si vous avez un problème. On va essayer de déstresser finalement notre utilisateur final, mais on a aussi côté logiciel, côté service numérique, des choses à faire, et de plus en plus, les entreprises se posent la question de ne pas vider la batterie de l'utilisateur parce que ça le stresse dans son travail quand c'est une flotte interne, et ça stresse l'utilisateur, peut-être de regarder un film à grande vitesse. Donc, on va lui conseiller soit des réglages, on va lui conseiller plein de choses pour essayer de le déstresser d'une certaine manière. Une obligation aussi, ça c'est des signes tangibles intéressants. On a souvent vu de l'exemplarité dans les marchés publics. Ça met du temps, mais on a vu ça sur l'accessibilité. Alors c'est pas un raz-de-marée encore, mais on voit bien que c'est des sujets qui commencent à prendre et sur lesquels il y a des contraintes et finalement des obligations qui sont dans la loi. On va voir arriver ces obligations dans le domaine public qui vont arriver. Donc, on attend le décret d'application, mais au 1er janvier 2021, on devrait avoir dans les appels d'offres publics des obligations d'intégrer cette notion de consommation d'énergie associée au logiciel dans le cadre de leur utilisation. Donc on voit bien qu'il y a un terrain favorable qui est bien sûr ici lié aux enjeux planétaires, mais qui est bien sûr à des enjeux économiques, car celui qui fabrique le logiciel va devoir intégrer cette notion. Celui qui l'achète, le donneur d'ordre, va accepter de payer peut-être plus cher aussi, puisqu'il a intégré cette contrainte. Donc cette contrainte, c'est une contrainte de qualité d'une certaine manière, va forcément avoir un surcoût qui va être accepté finalement des deux côtés, entre celui qui va fabriquer et celui qui va acheter. Donc c'est un bon signal et qui va faire également bouger le marché, bien sûr public, mais qui va aussi faire bouger probablement les marchés privés dans les marchés. Je reviens, des leviers à la hauteur du gâchis. Et oui, effectivement, de quoi on parle finalement quand on parle de consommation de ces services numériques? Je vous ai donné quelques exemples qui vont vous montrer que finalement les leviers sont importants. Ils sont nombreux. Je ne vais pas les citer, je donnerai quelques bonnes pratiques après, mais finalement on a des leviers qui sont importants et qu'on doit comprendre pour voir quel est le niveau de gâchis finalement qu'on a derrière. Sur des outils de visioconférence, on a eu l'occasion de mesurer un certain nombre d'outils pour savoir un petit peu ce qu'ils consommaient dans plusieurs phases, avec la vidéo, avec le partage d'écran, uniquement l'audio, etc. Donc on a mis tout ça bien sûr en graphique. Toutes ces mesures ont été faites ici sur un mobile, on aurait pu le faire sur une tablette, sur un PC. On aurait eu peut-être des écarts bien sûr sur la consommation absolue, mais d'une certaine manière, on voit que déjà, rien qu'en utilisant sur 1 minute et dans ces différentes phases, l'écart entre les services qui permettent de faire ces visioconférences avec ces différents cas d'usage, eh bien, on a un rapport de 1 pour 7 sur les impacts entre les différents produits, pour une qualité comparable sur un smartphone. Pour faire une visioconférence, on va finalement se rendre compte que entre les éditeurs les plus dispendieux et les moins dispendieux, on va avoir un rapport important. Ça veut dire que forcément, il y a des réglages à faire, forcément, il y a des applications qui ont été conçues de manière, on va dire, trop gourmande,
en se posant pas de questions sur la ressource, sur la donnée notamment, sur la qualité de ce qu'on perçoit à travers un smartphone, qui est forcément pas un même réceptacle qu'une télé connectée, qu'un grand écran. Donc, il faut adapter effectivement ces contenus notamment. Et donc, on voit ici que les facteurs de progrès, quand on voit ces écarts, sont importants et peuvent apporter énormément, puisque ces appareils vont être de plus en plus utilisés pour organiser des réunions d'équipe. La navigation web, de la même façon. Déjà, la navigation web est une partie très consommateur de ce qu'on peut retrouver sur un smartphone, puisque globalement, vous pouvez retenir le chiffre que une navigation web en moyenne d'une minute consomme 2 fois plus qu'un appel téléphonique. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'on a réalisé dans une étude, bien sûr en mesurant plusieurs types d'outils qui font passer la voix par rapport à des outils qui effectivement permettent de surfer sur Internet, des navigateurs avec des navigations classiques qu'on peut avoir. Ce qu'on remarque aussi entre tous ces acteurs, c'est que les navigateurs consomment beaucoup d'énergie sur des fonctions basiques. J'ouvre un nouvel onglet, je fais des paramètres, on va dire, simples de mon navigateur, et on a un rapport de 1 pour 3 qu'on retrouve également sur les données qui vont transiter lors de ma navigation pour les mêmes pages. On va avoir un rapport de 1 pour 3 entre les différents navigateurs. Donc d'une certaine manière, on voit qu'ici les stratégies des éditeurs ne sont pas les mêmes, et il y en a qui sont plus précautionneux que d'autres et vont d'une certaine manière pour des raisons parfois de discrétion, hein, de respect de la vie privée ou d'éléments qui sont pas liés directement au numérique responsable, vont intégrer finalement cette notion de frugalité et consommer moins. Donc un rapport de 1 pour 3 montre qu'on a des enjeux importants et beaucoup aujourd'hui d'éditeurs commencent à se poser la question et à publier des améliorations sur la consommation et l'impact environnemental qu'ils ont quand on utilise leurs outils pour surfer. Également sur les applications. Donc là, ici, c'est un top 30 des applications les plus populaires dans le monde. Et bien pareil, on retrouve un rapport de 1 pour 3, on va dire, entre les applications pendant 1 minute sur un cas d'usage, on va dire, de ces applications qu'on a bien sûr homogénéisé par catégorie, mais qui sont bien sûr différents entre un Spotify et un TikTok ici, par exemple. Mais on voit qu'on a un rapport de 1 pour 3 entre les applications les plus consommatrices sur 1 minute d'usage versus les applications les moins consommatrices. Si on projette tout ça à l'échelle mondiale, on a des gains quand on se positionne sur l'application de sa catégorie la moins consommatrice pour un même usage. Donc finalement, on s'aperçoit qu'on peut gagner à peu près un tiers de la consommation de ressources, consommation d'énergie en particulier. Et ici, on pourrait imaginer gagner une centrale nucléaire si tous avaient au moins un niveau du meilleur de sa catégorie quand on parle d'un outil de réseau social ou quand on parle d'un outil de messagerie, etc. Donc on voit bien qu'il y a aussi des gains à obtenir. Idem sur des sites marchands. Les écarts sont encore plus importants ici, puisque on a un rapport sur le top 100 des sites e-commerce en France. On a un rapport de consommation d'impact d'équivalent CO2 sur un parcours basique, on va dire, qui est un parcours nominal. On a un rapport de 68 d'équivalent CO2 entre les sites les plus impactants et les moins impactants, les sites e-commerce voilà, de cette nature. Donc, quand on projette tout ça et quand on se dit que tous les sites pouvaient être alignés sur le plus vertueux de mesurer dans l'étude, on s'aperçoit qu'on pourrait gagner beaucoup d'équivalent carbone, on va dire, d'impact CO2, mais également, si on projette tout ça, c'est à peu près 4050 tours de la Terre en voiture en équivalence qu'on pourrait économiser chaque année en étant moins consommateur sur ces sites. Pareil sur le streaming, un rapport de 1 pour 7 existe entre les éditeurs de streaming vidéo les plus consommateurs et les moins consommateurs. Et donc, qui vont faire que quand vous utilisez un de ces services ou un autre, vous allez effectivement consommer davantage, ce qui montre les marges de progrès que peuvent avoir certains éditeurs par rapport à d'autres pour effectivement faire moins consommer les utilisateurs de streaming. Quelques bonnes pratiques d'éco-conception pour étayer un petit peu tout ça, sans rentrer trop dans la technicité, mais vous allez très très vite comprendre ce que tout ça signifie.
eh bien, on voit de plus en plus de pages intégrer des éléments graphiques de navigation, des éléments d'animation. Ici, on voit ce que coûte un carrousel d'images. Donc, bon, c'est pas forcément à la mode, mais on en trouve encore régulièrement. Des pictos animés, ça on en voit un peu plus, ou des flèches de navigation pour dire faites un page down dans cette page et vous allez pouvoir naviguer avec ce côté graphique, ce petit mouvement dans la page qui montre qu'on est dans un site dynamique et on va dire et dans le vent d'une certaine manière. Mais tout ça a un coût, puisque effectivement, cette navigation ou cet élément graphique va avoir une consommation réelle. Et en fonction du paramétrage que vous allez faire, par exemple ici sur la vitesse de défilement d'un carrousel, vous allez avoir un impact qui est plus ou moins important en fonction effectivement du temps, de la fréquence de balayage d'une nouvelle image. Ici, supprimer un carrousel d'images a permis de réduire, notamment dans un site que je vous présenterai après, 80% de la consommation d'énergie quand la page est jouée côté utilisateur. Donc on voit que tout ça, toute cette intelligence, ce script, qui n'est pas un langage compilé, donc qui n'est pas proche du matériel, va consommer énormément d'énergie, énormément de ressources sur le device de l'utilisateur. Arrêter les traitements inutiles. On s'aperçoit qu'effectivement, on a pas mal de traitements qui ne sont pas utiles, notamment quand vous ouvrez un navigateur. Vous avez, vous chargez votre page, elle est complètement chargée, même s'il y a des éléments que vous ne voyez pas ici, par exemple, au bout de 20 secondes, vous avez un chargement qui est à peu près complet. Et puis, vous allez mettre ce navigateur de côté. Vous allez passer à un autre onglet, et donc ce navigateur va continuer à consommer. Ici, dans l'exemple en haut, nous avons à peu près 1 watt qui continue à être consommé sur la plateforme parce que cet élément continue à consommer en background. Donc, même quand vous n'êtes pas là, il continue à consommer. Autre exemple, pour l'outil Slack que vous pouvez utiliser, un GIF en background va consommer de la ressource de CPU et donc forcément de l'énergie derrière et donc va avoir un impact quand vous utilisez ce genre d'outil. Donc, une des bonnes pratiques, c'est de dire, quand je ne suis plus en focus finalement sur un sujet, même si ça doit créer un peu de latence quand je y reviens dessus, parce que je vais peut-être y revenir à un moment donné, eh bien, ça vaut le coup effectivement d'arrêter tous les traitements, sauf cas très très particuliers, mais d'une certaine manière, ça paraît intelligent de le faire, en tout cas, pour moins consommer côté utilisateur. Réduire, adapter la taille des contenus. Une image, forcément, ne va pas être vue de la même façon sur les différents devices. Donc, il va falloir intégrer cette dimension. Notamment, ça va aussi vous générer moins de latence, moins d'attente côté utilisateur. Si vous ne chargez pas des mégas qui ne vont pas être intéressants sur un smartphone, peut-être plus intéressant sur un device plus large en termes d'écran, de display. Mais on va effectivement ici pouvoir jouer sur cette compression, sur cette décompression, sur préparer des images finalement qui vont avoir un contenu moins large et moins impactant. On va aussi attendre une bonne connectivité pour transmettre des données, parce que ça ne sert à rien de transmettre quand vous êtes en 2G, d'essayer de continuer à transmettre quand vous n'êtes pas connecté, d'envoyer des requêtes qui ne vont pas aboutir, d'utiliser finalement l'intelligence du smartphone et de l'infrastructure qui va mettre plus de temps à charger, qui va perdre aussi plus de paquets en cours de route dans ces connectivités dégradées, et qui fait que derrière, également sur le poste de votre utilisateur, sur la différence non pas du temps de réponse, qui forcément va se dégrader aussi quand vous connectez en 2G versus une 4G, vous allez avoir ici sur un exemple simple d'un transfert sur une page donnée, vous avez un écart de 75% d'énergie en plus quand vous êtes en 2G par rapport à la 4G. Donc attendre une bonne connexion pour diffuser des contenus plus lourds. Limiter les trackers. Il y a beaucoup de trackers, on est de plus en plus traqués. Les données sont utilisées pour notre bien, pour mieux nous cibler, pour mieux nous proposer des services associés, etc., etc. On est mieux connus. Voilà, moi, ça me plaît pas spécialement et je pense que ça plaît pas à plein de gens. Et tout ça, en plus, va avoir un impact de consommation. En moyenne, un tracker ajouté sur une application mobile, c'est à peu près entre 8 et 9% de consommation de ressources en plus. C'est aussi des impacts sur la performance d'usage, puisque effectivement, tous ces trackers vont consommer de la CPU et du temps de réponse dans les applications ou les pages dans lesquelles ils vont être joués. Donc, le tracking a aussi des impacts sur l'environnement. Il faut essayer, bien sûr, de limiter ces trackers, bien les choisir et surtout peut-être travailler par échantillonnage plutôt que de manière systématique.
Adapter les couleurs, on voit bien que les technos évoluent. Donc là, c'est le lien matériel-logiciel. Les technos LED, les écrans AMOLED et LED qu'on trouve maintenant quasiment sur tous nos smartphones, eh bien, d'une certaine manière, consomment moins quand vous êtes en écran sombre, plutôt tiré vers le noir, puisque le pixel n'est pas allumé d'une certaine manière, il va consommer moins. Plus la profondeur du noir sera forte et plus moins on consommera. Et donc, ça va permettre derrière de faire des gains aussi côté utilisateur. Sur cet exemple, sur un fil Twitter de notre entreprise, pour l'affichage de cet écran, on a gagné 23% sur 30 secondes d'affichage, simplement en passant du thème sombre, du thème clair au thème sombre. Et puis, l'intensification va se jouer aussi, plus on va avoir de lumière et plus ce sera vrai. Donc, plus vous augmentez la luminosité de votre écran de smartphone, de tablette, tous ces écrans AMOLED, et plus finalement ce sujet devient important. Donc, il faut peut-être aussi adapter et les couleurs et le niveau de surbrillance qu'on souhaite avoir sur nos services. Challenger le besoin fonctionnel est un élément important et qui montre aussi qu'on n'est pas uniquement sur un sujet technologique. Si vous ne surveillez pas, si vous ne réfléchissez pas à votre besoin fonctionnel, précisément, est-ce que j'ai besoin d'avoir 3 trajets? Est-ce que je peux en calculer un et puis peut-être réappuyer sur un bouton si les 15% d'utilisateurs ne se satisfont pas de cette première proposition? C'est des questions qu'il faut se poser. Où est-ce que l'utilisateur va passer? Où est-ce qu'il a le plus de chances finalement de venir, de consommer le service? Et du coup, est-ce que je ne mets pas de la surfonctionnalité en voulant en mettre davantage pour lui servir plein de choses dont il ne va pas avoir besoin? Donc, d'une certaine manière, toujours être conscient que le besoin fonctionnel est le maître mot, puisque c'est à partir de là qu'on va construire ensuite tout le reste et qu'on va voir des impacts technologiques, des impacts, etc. et aussi de complexification d'un logiciel. Le maître mot de tout ça, en continu, j'en ai déjà parlé, c'est de mesurer. Il faut il faut détecter au plus tôt dans la chaîne de fabrication tout ce qui va surconsommer. Bien sûr, on va pouvoir détecter des hotspots de surconsommation qu'on n'avait pas forcément imaginés, hein, qui apparaissent et qui nous font dire « Ah, mais je ne savais pas que ça consommait » ou « Tiens, l'évolution de cette librairie, de ce composant, va me faire composer, va me faire consommer davantage ». On va aussi avoir de la surfonctionnalité ou des nouvelles fonctionnalités qu'on n'imaginait pas aussi consommatrices, du surdesign, du surcontenu. Ça peut être un code gourmand par lequel on passe souvent, un calcul en local ou sur le serveur, des services externes consommateurs que je ne maîtrise pas, que je ne maîtrise plus, qui sont parfois très impactants et qui se dégradent aussi dans le temps. Des évolutions technologiques subies, comme je disais tout à l'heure, des nouveaux un nouvel Android arrive, une nouvelle version d'iOS arrive. Quel impact ça va sur mon service numérique? Et donc, il faut mesurer beaucoup d'indicateurs très techniques qui peuvent être utilisés, mais aussi qu'on peut projeter derrière en équivalent CO2 comme on le fait, et qu'on va pouvoir finalement jouer sur un use case qui est le maître mot. Orientons-nous usage pour mesurer les endroits où on passe souvent et les endroits où finalement on va pouvoir mesurer l'usage vraiment côté utilisateur. Quelques histoires vraies pour finir. Pardon, hop, je vais un peu vite. Je vais vous en donner quelques-unes. Je laisserai un peu de temps pour quelques questions. Donc je vais en prendre 2 ou 3. Le gain en énergie ici sur une application militaire, en travaillant le code, en travaillant sur certaines connectivités de l'application vers l'extérieur, on a permis finalement de passer d'une autonomie de cette application de 3 heures à 11 heures, qui permet effectivement de pouvoir remplir une mission, on va dire, et ne pas embarquer des surbatteries, des extra batteries dans son équipement déjà très lourd. Donc ça permet aussi de répondre à cet enjeu d'autonomie sur le terrain dans des situations un peu critiques et souvent pas toujours bien connectées du terrain. Thierry, pardon, excuse-moi, on va pas tarder à arriver vers la fin de la présentation. Oui. Donc, n'hésite pas si tu veux qu'il y ait des questions ou des choses. Voilà. Exactement. Donc j'ai un dernier exemple qui montre effectivement ce qu'on peut gagner à l'échelle d'un service numérique. Ici, c'est un service bancaire en ligne, 14 millions de connexions par mois. On peut gagner énormément puisque en travaillant un petit peu,
quelques jours, on va dire, à améliorer, on va dire, les pages, à regarder ce qu'on envoie sur le réseau, eh bien, on s'aperçoit que finalement, on peut diviser par 3 globalement le nombre de requêtes, la volumétrie, diviser par 2 la volumétrie en poids de données, et que derrière, l'économie générée, c'est beaucoup de serveurs en moins, c'est beaucoup de téraoctets économisés sur le réseau, faisant moins de pression sur le réseau interne, mais également sur le réseau public, etc., etc. Et puis aussi des temps d'affichage gagnés, puisque côté utilisateur, eh bien, on se réjouit de passer de 46 secondes en moyenne à 15 secondes sur les écrans, ce qui permet de créer l'inclusion, une plus grande inclusion dans son business pour la banque. Voilà. Plein d'autres exemples qui permettraient de montrer effectivement les gains, l'intérêt de l'éco-responsabilité dans le numérique, donc, et de pratiquer l'éco-conception. Pour conclure, eh bien, intégrer un indicateur de pilotage de la ressource dans les activités projets, proche de l'indicateur de résultat, qu'est-ce que je consomme en énergie, qu'est-ce que je consomme en data, par exemple, et en lien avec les indicateurs business. C'est important, effectivement, de faire le lien entre l'intérêt pour la planète et l'intérêt pour l'entreprise. Sensibiliser, former les acteurs aux bonnes pratiques, il y en a plein. Bien sûr, il faut réapprendre peut-être le métier du designer, du concepteur, de tous les gens qui participent à cette chaîne pour bien comprendre quelles sont ces bonnes pratiques de développement éco-responsables. Et bien sûr, mesurer de bout en bout surtout le cycle de développement sur la base de use cases principaux pour identifier les points de difficulté et là où on passe souvent.